Linda Kebab, bonsoir. Bonsoir. Déléguée nationale unité SGP Police. On va parler de sécurité, les policiers toujours en première ligne. Il y a eu ce matin à nouveau l'évacuation d'un camp de migrants dans le nord de Paris. Près de 900 personnes, d'après les informations de nos journalistes sur place. Alors que le campement avait été déjà démantelé, je crois qu'il y a moins de 3 semaines. Le 27 octobre. Comment est-ce que les policiers, qui sont évidemment en première ligne, et les gendarmes, vivent cette situation où les camps se recréent à chaque fois et les migrants que l'on met à l'abri reviennent ou voilà, c'est sans fin? Eh ben, vous l'avez dit, c'est sans fin. J'ai une expression que je vous dis souvent, Mme Ferrari, c'est le tonneau de Danaïde. Donc c'est un des tonneaux de Danaïde de la police avec plein d'autres causes, notamment la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, la lutte contre le stupéfiant, et puis cette question de migrants, enfin en tout cas la question migratoire telle qu'elle se présente aujourd'hui. Le 27 octobre, en fait, il y a eu un démantèlement. Et aujourd'hui, autant nos collègues que même les associations qui se sont qui ont parlé avec nos collègues nous disent que beaucoup des migrants qui ont été évacués le 27 se trouvaient présents. Et en plus, il y avait plus de monde que le 27. Donc c'est plus qu'un tonneau de Danaï, là, c'est l'océan qui se remplit. Et puis c'est toujours ces missions sans fin et sans fond qui reposent sur les épaules des policiers, particulièrement ceux qui sont sur le terrain en première ligne, parce que ce sont des conditions quand même d'exercice assez difficiles. On a parlé notamment peut-être de maladies parmi ces migrants, etc. Et donc les policiers sont constamment en première ligne et exposés. Le souci, c'est qu'on ne réglera pas le problème en passant par les policiers. C'est une autre question, c'est une question politique, c'est une question diplomatique, c'est une question sanitaire, c'est pas une question policière. Néanmoins, encore une fois, comme à chaque crise, vous le savez, Madame Ferrari, que ce soit les gilets jaunes ou la question des manifestations de contestation sociale, et bien aussi sur la question migratoire, c'est encore et toujours sur les policiers que ça repose. Et on se demande s'ils ne sont pas découragés à la fin, parce qu'ils voient infiniment ces migrants. La plupart sont pacifiques, d'autres sont des délinquants chevronnés, et parfois ils ressortent libres du tribunal. Comment est-ce que vous gérez ces situations sur le terrain ? En fait, on ne les gère pas, on ne peut plus les gérer. Vous savez, sous le mandat de M. Hollande, la situation, le fait d'être un étranger en situation régulière a été dépénalisé. Donc, de fait, les moyens coercitifs qu'on peut avoir et les moyens judiciaires qu'on avait autrefois, on ne les a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une situation administrative comme une autre qu'on traite comme une situation administrative, avec des centres de rétention administrative qui sont saturés, et qui sont saturés notamment de personnes qui sont particulièrement en fin de peine, donc des profils qui sont très dangereux, des criminels, qu'on attend de pouvoir expulser, qu'on n'expulse pas beaucoup, parce que même les taux de réussite d'expulsion de personnes qui sont dans des CRA et qui sont des profils très très durs sont extrêmement faibles. Première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous parliez tout à l'heure du sentiment en fait de ne pas y arriver, les policiers nous le disent sur le terrain. On est engagés, nous sommes des soldats, on a une mission, on est loyaux à l'égard des institutions, des lois de la République, et puis parce qu'on a un devoir de prestation de sécurité à la population. Donc on y va. C'est-à-dire qu'on ne met pas le genou à terre et on ne faiblit pas. Néanmoins, on a conscience aujourd'hui qu'on est juste en train de vider un océan à la petite cuillère. Et ça crée évidemment de la démoralisation, ça crée évidemment de la souffrance psychique. Vraiment, je vous le dis très sincèrement, ça crée de la souffrance psychique chez les policiers qui ont vraiment le sentiment d'avoir perdu le sens de leur métier. Ça, c'est une vraie responsabilité politique. Et nous, on le dénonce en tant qu'organisation syndicale. On doit le dire, on doit pointer du doigt aussi ces responsabilités. La manière dont le métier en fait a été dévoyé. Et en fait, on est des espèces de hamsters dans une cage qui tournent au gré des politiques. Est-ce que vous avez été surprise? On a appris que 44 mineurs qui étaient débarqués de l'océan Viking, qui étaient dans un centre à Toulon, en fait, il n'y en a plus que 18. Tous les autres se sont volatilisés et donc ont pris, on ne sait pas, le chemin d'autres pays. Est-ce que c'est une surprise pour vous ou pas ? Non, c'est pas une surprise. C'est la poudre d'escampette. En plus, il y a beaucoup de mineurs, souvent qui sont des mineurs déclarés mineurs, mais qui ne sont pas constatés factuellement, que ce soit par un examen médical ou par des documents d'identité. Donc, ce sont des personnes qui se déclarent mineurs, en effet, et qui fuient. Il y a aussi, vous savez, cette question des fameux mineurs isolés, des mineurs non accompagnés, qui parfois ne sont pas des mineurs, qui souvent ne sont pas des mineurs. Nous, on le constate sur le terrain. Il y a quelques semaines encore, j'étais sur le terrain auprès de collègues de Saint-Denis, et quand on a affaire à certains mineurs, on constate qu'ils ne le sont pas, sauf que, évidemment, ils s'opposent à tous les examens médicaux possibles pour pouvoir le démontrer. Donc ce sont des personnes qui connaissent très bien, qui sont très rodées. Pourquoi est-ce qu'elles partent ? Elles partent parce qu'elles connaissent le système, elles connaissent le fonctionnement en France, et elles savent très bien qu'elles peuvent se retrouver tout à fait dans la nature, peut-être même demain commettre des délits, de la rapinerie, du délit opportuniste et acquisitif, et de toute manière savoir qu'elles seront inexpulsables, 1, parce qu'elles sont déclarées mineures, 2, souvent parce qu'elles n'ont pas de documents, et 3, parce que de toute manière nous sommes saturés, autant la police que la justice. On va parler d'insécurité. Évidemment, ça aussi, c'est une de vos missions principales tous les jours, vous les policiers. Il y a eu une violente agression à Rennes ce mardi. Un locataire qui a été frappé de plusieurs coups de couteau en bas de son immeuble parce qu'il voulait chasser des dealers, tout simplement. Explication d'Aminat Adem, et puis je vous passe la parole, Linda Kebab. C'est ici, dans ce quartier populaire de Rennes,
qu'un homme de 54 ans a été poignardé. Alors qu'il rentre seul chez lui mardi dernier, le quinquagénaire croise 2 hommes, 2 dealers, au pied de son immeuble. Exaspéré, il tente alors de les faire partir, mais reçoit plusieurs coups de couteau. C'est un quartier où il y a beaucoup de trafic de stupéfiants. Parce que c'est extrêmement lucratif, voilà, et ça rapporte beaucoup à ces jeunes qui, plutôt que se lever le matin à 6 heures pour aller bosser et gagner 1 200 € par mois, ils préfèrent dealer et gagner 4 000 par jour. Touché au thorax et à la gorge, l'homme de 54 ans parvient tout de même à monter chez lui au 7e étage. C'est sa compagne qui préviendra la police et les secours. Pour le syndicat Unité SGP, ce quartier, comme bien d'autres à Rennes, a atteint un point de non-retour. La violence à Rennes est exponentielle. C'est un quartier qui malheureusement subit. Donc les gens en ont marre. Et malheureusement, quand les gens veulent se rebeller, arrive ce qui est arrivé, on risque sa vie. Le locataire de 54 ans a été opéré ce mercredi. Ses jours ne seraient plus en danger. Une enquête criminelle a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. La violence au quotidien, Linda Kebab, pour les habitants évidemment, qui sont confrontés aux dealers tous les jours en bas de chez eux. En fait, ça illustre une des problématiques dans les quartiers populaires. Vous savez, les précaires, les pauvres, les plus faibles, ceux qui sont difficilement représentés dans les institutions et face caméra. Ce sont ceux aussi souvent, et je m'écarte pas du sujet, au contraire, j'élargis. Ce sont aussi ceux qui sont utilisés à certaines fins électorales, dont on dit à chaque fois, pour certains en tout cas, certains notamment députés, certains partis politiques disent on est les représentants des partis populaires, nous sommes soucieux des plus pauvres et des plus précaires. Mais dès qu'on parle de la question de la sécurité, ah non, ça c'est pas notre sujet. Sauf que évidemment que la sécurité, c'est un sujet qui doit concerner la question des plus pauvres, des précaires, des quartiers populaires. Parce que ce type d'événement, il arrive justement dans les quartiers populaires. Vous doutez bien que c'est pas avenue Foch dans le 8e que ça risque d'arriver, c'est plutôt dans les quartiers populaires. Et bizarrement, les gens qui se prétendent être les représentants des quartiers populaires, on ne les entend pas sur ce type de sujet. Parce que vous comprenez, on fait semblant que ça n'existe pas, on est dans le déni en permanence. Donc évidemment, le problème du trafic de stupéfiants, vous le savez, Madame Ferrari, vous nous invitez suffisamment souvent pour nous entendre dire toujours la même chose. On n'a pas de véritable politique de lutte contre le stupéfiant et nous, on l'assume, ce propos à Unité SGP. Parce qu'en fait, on fait... Malgré les annonces de Gérald Darmanin. En fait, on fait des opérations au quotidien. Les collègues travaillent, ils interpellent des charbonneurs, ils interpellent des dealers, ils interpellent des réseaux. Mais en réalité, au long cours, les grosses enquêtes qui vont permettre surtout de démanteler des réseaux, des têtes de réseaux, c'est pas forcément ce qui est voulu. Parce que quand on fait de la politique du chiffre, on préfère interpeller 10 charbonneurs, donc 10 petits dealers, qu'une tête de réseau. Et on a des collègues, moi je vous le dis très sincèrement, on va dans les services, on va dans les PJ, on va dans les sûretés départementales, on va dans les services d'investigation locales et on nous dit à chaque fois la même chose. On nous demande de privilégier la petite transaction parce que c'est une procédure qui est vite close plutôt que d'aller chercher au long cours et d'aller chercher la tête de réseau parce que, ça demande des moyens, donc de l'argent, notamment les budgets de justice et du ministère de l'Intérieur. Et puis surtout, ça restera quand même une case Excel et la case Excel, on s'en fiche de savoir ce qu'elle signifie derrière. Le principal, c'est de la remplir. La politique du chiffre. Mais quelle est la solution alors? Plus de moyens pour la police, vous en aurez de notre côté, évidemment, la réponse, elle est globale. Elle ne peut pas reposer uniquement sur les policiers. Elle va commencer par la question de l'éducation, la question sociale, en tout cas, le suivi des familles qui ne remplissent pas leur rôle, particulièrement les parents. Et puis après, tout au bout, si on a fait le travail de prévention, d'éducation et que ça ne marche pas, parce qu'il y a des gens pour qui ça ne marche pas, eh bien, la question de la fermeté. Sauf qu'il n'y a rien qui fonctionne, Madame Ferrari. Et même la question de la fermeté, elle ne marche pas. Les moyens de la justice sont peau de chagrin. On le sait. D'ailleurs, Monsieur Dupond-Moretti s'était vanté d'avoir augmenté les moyens de la justice, ce qu'il a fait, c'est vrai. Mais on part de tellement loin. En fait, les magistrats sont débordés. J'étais dans le commissariat de la Courneuve hier et une collègue devait faire un avis à parquet pour des personnes qui étaient en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants dans la commune. Pratiquement 3/4 d'heure d'attente avant d'avoir un substitut du procureur au bout du fil. Si pour chaque garde à vue, vous faites la même chose, et encore 3/4 d'heure, c'est dans le meilleur des cas parce qu'il n'y avait pas trop de monde derrière. Parfois, c'est 2 heures. Et si à chaque appel, vous faites ça, et finalement, vos enquêtes, vous les menez pas. Et quand vous menez pas les enquêtes, vous mettez pas tous les éléments nécessaires au bon prononcé de la justice. Et quand il n'y a pas un bon prononcé de la justice, et il y a de l'impunité. Et quand il y a de l'impunité, on finit par dire à des gens, vous n'invitez personne chez vous.